Bonjour Henri Yambodé. Bonjour Carole Olaye. Olaye. Olaye, voilà. Bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les auditeurs et bonjour à toute l'équipe technique qui travaille de l'autre côté et merci à tous nos internautes qui nous suivent également. Merci d'être au rendez-vous. Voilà. Alors, nous allons démarrer en attendant l'arrivée sur ce plateau de Marc Goudjanou comme tous les jeudis. Et nous démarrons avec le tout premier sujet, entretien avec les prétendants à la candidature de 2026, une étape décisive dans le choix du duo de candidats pour le parti LD. Oui. Henri Yambodé, votre lecture? Oui. Pourquoi ou quels sont, selon vous, les objectifs visés par cet entretien? Il faut vous dire que depuis quelques jours, depuis quelques mois, depuis quelques semaines, si vous voulez, eh bien, les états-majors travaillent dans la perspective, bien sûr, des élections à venir en 2026. Et tout le monde sait que l'année charnière 2026 est une année électorale avec les élections communales, municipales, les élections législatives et également les élections présidentielles. Mais l'élection qui est le plus en vue aujourd'hui, c'est l'élection présidentielle, puisque le président Patrice Talon finit ses 10 ans, donc va passer la main à autre personne. Si, bien évidemment, au niveau de la famille présidentielle, on est donc arrivé bien sûr, à choisir déjà un candidat, bien sûr, un candidat et investir ce candidat, je parle donc de Robert Guadagni, eh bien, du côté donc de la mouvance, de l'opposition, bien évidemment, on continue, monsieur, de travailler à sortir le ticket gagnant. Eh bien, après le dépôt des candidatures, après la clôture des candidatures et après donc la publication des listes, puisque avec ce que nous avons eu là, donc on a eu 34 candidats avec un qui donc n'a pas pu réunir les pièces pour se retrouver donc sur la liste. Eh bien, l'étape suivante pour cette commission, c'est de s'entretenir donc avec les candidats. Et vous me demandez pour la question de savoir à quoi ça vise. Eh bien, pour moi, cet entretien-là avec les prétendants à la candidature vise à évaluer donc leur capacité à porter la vision du parti, mais également à connaître leur capacité sur des sujets qui concernent bien évidemment la vie sociale, la vie quotidienne des citoyens. Vous savez que le parti, les démocrates, depuis un certain temps, a un certain nombre de doléances. Oui, les exilés politiques, la vie, la question de cherté de la vie, la question du travail, les questions sociales également. Et donc, sur un certain nombre de sujets qui concernent les citoyens et qui concernent également la vie politique du parti, eh bien, cet entretien va permettre, monsieur, à la commission du savoir de juger le niveau, la capacité, bien évidemment, de ces prétendants-là. Et donc, pour moi, c'est normal qu'on arrive à cette étape-là pour comprendre, pour également savoir si, effectivement, ces différents candidats-là sont à même de porter la vision, sont à même de dire ce qu'il y a en son temps aux citoyens. Puisque vous savez que dès que vous serez pris comme candidat, vous devez donc vous mettre devant le public et porter donc sur des sujets d'actualité. Et bien sûr, donc si vous n'avez pas cette capacité-là, à parler librement, si vous n'avez pas cette connaissance-là des sujets d'actualité, eh bien vous allez passer à côté. Donc pour moi, cet entretien est bien, c'est une étape importante dans l'organisation du ticket et donc, si vous voulez, gagnant du parti les démocrates. Et pour moi, c'est bien que la commission donc, ait pensé à faire cet entretien-là. Bonjour, Marc Goudjanou. Oui, bonjour Carole Olaye, bonjour Henri Yambodé, bonjour à tous les amis téléspectateurs et auditeurs. On a pris un engagement sur ce plateau. Oui. Que vous ne respectez pas. Oui, c'est indépendamment de ma volonté. Hein, lorsque vous devez venir et qu'il y a
un camion qui bloque la voie et la police est obligée de pouvoir dégager avec une grue. Vous êtes obligé d'attendre, vous ne pouvez pas sauter en l'air pour pouvoir atterrir au studio. Prenez vos responsabilités en quittant la maison un peu Non, plus tôt. vous savez, peu importe les responsabilités que vous prenez, peu importe, vous n'avez pas la notion, vous n'avez pas le temps, hein. C'est Dieu qui décide hein, du moment, des moments donnés. Sinon, imaginez un instant que je quitte déjà chez moi depuis 7h30 pour quitter chez moi pour venir ici. Imaginez un instant, je pense déjà que dans 30 minutes, c'est pas Cotonou, hein, je devais déjà être là même avant et donc... Alors, nous étions en train de parler des entretiens avec les prétendants à la candidature du parti Les Démocrates. Le quotidien parle d'une étape décisive dans le choix du duo des candidats. En quoi ces entretiens, Marc Goudianou, marqueraient-ils une étape décisive? Je pense que c'est important et cela dénote en réalité du sérieux que le Parti Les Démocrates met dans le choix de son duo de candidats. Osons le dire, hein, parce qu'on a vu tous les critères qui avaient été énoncés pour pouvoir quand même en faire partie de ceux qui pouvaient déposer les dossiers pour le duo de candidature. Mais après, on s'est dit peut-être que juste après que les dossiers soient pris en compte, les 34 dossiers, on assistera peut-être à un choix du bureau, bien du Conseil national qui va décider, ok, finalement, on a pris les dossiers, on a vu, bon, nous, on a décidé de choisir telle personne. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On a compris qu'il y a également un autre processus qui a été enclenché dans le choix de ce duo de candidats. Et dans ce processus, il y a l'entretien. L'entretien, c'est très important. C'est très important parce que je vous assure que vous n'aurez pas, mis à part les critères, vous n'aurez pas un candidat, par exemple, vous n'aimerez pas avoir un candidat, par exemple, qui n'aura pas la possibilité de pouvoir bien s'exprimer devant ses militants, de pouvoir avoir un charisme donné pour pouvoir conduire une équipe. Et puis, donc, dans l'entretien, il y a un certain nombre de dispositions, un certain nombre de critères, un certain nombre d'atouts qui vont permettre quand même à chaque candidat de pouvoir se dégager du lot. Parce que, vous savez, c'est un enjeu très capital. Hein. Ce sont les élections présidentielles. Et de l'autre côté, ils ont un duo de candidatures qui est très révélateur et qui est de taille. Et il ne faudrait pas non plus trouver des candidats qui ne soient pas à la hauteur forcément du duo de candidature de la mouvance présidentielle. Et c'est une raison fondamentale pour laquelle il faut quand même affiner tout le processus qui doit rentrer en compte pour le choix ou pour la désignation de ce duo de candidature au niveau des démocrates. L'entretien, vous allez constater que, mis à part les 34 qui ont été retenus, l'entretien va permettre également d'éliminer un certain nombre que lorsque vous voyez, vous allez voir, ils ne maîtrisent pas trop les dossiers du parti, l'ancrage du parti, les informations clés du parti, ils n'ont pas ces informations-là. Et mis à part ça, on peut parler du fait de l'éloquence qu'on doit avoir en tant que leader, du charisme qu'on doit avoir en tant que leader. Et il s'agira également de voir quel lobby vous avez derrière vous en tant que lorsqu'on décide de vous choisir en tant que duo, faisant partie du duo de candidats, et quel lobby vous avez derrière, ou quelle est la façon dont vous pensez mobiliser les ressources pour pouvoir aller aux élections. Il y a un certain nombre de détails, un certain nombre de choses qu'on ne peut pas avoir seulement à travers le dépôt des dossiers, mais il faut quand même avoir un entretien direct avec les candidats pour voir. C'est une façon pour chaque candidat de se vendre. C'est comme lorsque vous allez à un entretien d'embauche, on vous demande de pouvoir vous vendre, quelles sont vos qualités, quels sont vos atouts sur le terrain politique, qu'est-ce que vous avez déjà eu à faire et qui milite en votre faveur à ce que vous pensez que vous êtes le candidat idéal pour le duo de candidats pour les démocrates. Et donc cet entretien est très capital et c'est illustratif également du fait que tout le processus qui est enclenché au niveau du parti est un processus clair, net, assez démocratique, pouvant permettre à chaque candidat de pouvoir se retrouver. Vous avez commencé par répondre à cette dernière question. Peut-on dire que ces entretiens garantissent une meilleure légitimité démocratique?
bien sûr, ça garantit. Sinon, c'est tel que je l'expliquais, il se peut qu'après le dépôt des dossiers, on puisse dire aux candidats, d'accord, attendez, on va vous donner les résultats d'ici là. Et d'un coup, on donne les résultats, et parfois même, sans justificatif peut-être, des raisons qui ont motivé le rejet de tel ou tel dossier. Mais lorsque vous allez à un entretien et que vous échangez avec ce comité, vous-même d'abord, après l'entretien ou au cours de l'entretien, il y a des erreurs que vous auriez eu à faire et que vous allez constater même par votre personne avant même que le comité ne relève ces erreurs. Et après l'entretien, c'est sûr que, vous savez, souvent lors des entretiens, il y a des critères clés qui sont définis et des annotations qu'on fait après l'entretien avec chaque candidat. Et c'est après ça qu'on arrive à donner une note à chaque candidat qui est passé. Et cela illustre ce système assez transparent et assez démocratique qui montre que le parti est dans une dynamique de pouvoir choisir un candidat qui puisse avoir, qui soit à la hauteur, d'accord, de la tâche, et non un candidat qui sera forcément imposé par les uns et les autres. Parce que le travail qui se fait là, vous savez, ce n'est pas seulement une personne, deux personnes, ou le conseil national du parti qui donne seulement son avis. Le comité qui a été installé, c'est un certain nombre de membres, de personnes qui sont dedans. Donc s'il y a éventuellement des irrégularités où le processus n'a pas été respecté comme il le faut, je vous assure que ce sont les candidats qui seront les premiers à dénoncer, et y compris même certains membres du comité qui vont commencer par dénoncer un certain nombre de choses. Dieu merci, depuis que ce processus a commencé, il n'y a pas eu de plainte en quelque sorte, il n'y a pas eu de dénonciation vis-à-vis du mécanisme qui a prévalu à pouvoir faire ce choix-là et à aboutir à cet entretien auquel on est en train d'assister, auquel on va assister d'ici là. Et donc je pense que ça met l'accent et puis ça invite également tous les autres partis qui sont au plan national de pouvoir se remettre en cause pour comprendre en réalité que dans un processus démocratique, autant vous réaffirmez parti démocratique, il faut effectivement mettre des leviers en place qui puissent permettre de pouvoir laisser transparaître cette démocratie que vous avez tout le temps chantée et dont vous devez faire preuve à chaque fois lorsque vous sortez. Et je pense que le Parti des démocrates est en train de donner un exemple, est en train de donner une leçon à tous les partis, à tous les partis politiques qui sont présents sur l'échiquier national. Henri Yambodé, la même question pour vous. Peut-on dire que ces entretiens garantissent une meilleure légitimité démocratique? Pourquoi ou pourquoi pas selon vous? Oui, absolument. Quand vous savez que, comme l'a dit Marc, quand vous savez que l'entretien va permettre de juger la crédibilité donc de candidats en termes donc d'abord d'assises, en termes d'engagement politique et en termes bien sûr des actions fortes à l'endroit donc du parti, mais également ça va permettre également de juger donc la vision de ce candidat là par rapport donc à tout ce que le parti décide de faire, et puis enfin voir si ce candidat maîtrise les enjeux, parce qu'aujourd'hui le grand enjeu pour le Parti des démocrates, c'est d'aller remporter l'élection présidentielle en 2026. Est-ce que ce candidat-là, bien sûr, connaît et maîtrise les enjeux? Et pour y arriver, quels sont les rouages à faire? Quelles sont les actions à mener? Quelles sont les actions à mener pour que le parti arrive à gagner? Vous savez, en 2019, ou en 2021, le Parti démocrate avait voulu positionner Ricard Madougou. Et vous savez tout ce qu'il y a eu comme effervescence autour de sa candidature, avant que les événements qui ont suivi n'ont pas été trop cléments envers le parti. Mais aujourd'hui, le porte-étendard, le duo qui sera retenu, doit forcément connaître les enjeux. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, le Parti démocrate également travaille à asseoir une base crédible, à donner une crédibilité. Parce qu'on a toujours estimé que ceux qui sont avec Boliayi, quand on prend un peu aujourd'hui, on sait qu'il y a des gens qui avaient travaillé avec lui, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir en place, d'accord, on le sait, mais il y a qu'ils doivent jouer également sur la crédibilité. Il y a que ces gens-là doivent également savoir
qu'en face d'eux, ils ont une machine de guerre qui est là, qui est bien sûr en mise en place, et que c'est Robert Ouaddaï, et avec ce qu'on a vu à Parakou l'autre fois avec les 4 grandes formations politiques, eh bien, il y a un grand enjeu aujourd'hui face donc à cette machine politique-là. Et donc, l'entretien permettra bien évidemment de juger et également de jauger le niveau de compréhension des candidats face à ces enjeux-là. Et l'autre chose, oui, ça permet, bien sûr, parce que Mac l'a dit, il a pu bien fait de le soulever. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a aucun candidat qui soit à même de dire le processus a été biaisé et tout le reste. Tout le monde est unanime sur le processus. Et pouvoir, oui, ça garantit bien évidemment la légitimité également. Ça fait à soi donc une base démocratique bien évidemment par rapport donc à tout ce qui se passe aujourd'hui. Alors Marc Goudianou, quels sont les risques ou si vous voulez les impacts aujourd'hui pour le parti, les démocrates, s'il échoue à gérer cette étape de transparence ou d'équité? D'abord, les étapes qui ont prévalu au choix de ce duo de candidats, juste là, tout s'est bien déroulé. Et donc, je pense que c'est déjà un satisfait pour les responsables du parti ainsi que le comité qui a été mis en place pour pouvoir faire le travail. Mieux, après cet entretien qui va également permettre, je voudrais le rappeler, permettre de pouvoir voir également les défauts des candidats, les insuffisances des candidats. Et lorsqu'on arrive à relever ces insuffisances, ça permettra de pouvoir faire un coaching pour ce duo de candidats qui sera choisi forcément dans le lot, de pouvoir leur faire un coaching personnalisé en ce qui concerne leur image, tout ce qu'ils auront à faire en tant que leader au sein du parti et en tant que candidat pour le parti. Donc, c'est déjà très important. Pour ce qui est de votre question, je ne pense même pas que le processus souffrira de quelques problèmes que ce soit. Lorsque vous voyez la façon méthodique selon laquelle le déroulé du plan ou bien toute la procédure est mise en place, vous vous rendez compte que tout est bien fait. Il n'y a pas, même nous en tant qu'analystes, à chaque fois qu'on revient sur le sujet, s'il y avait des bémols, s'il y avait des choses à dénoncer, on serait même déjà les premiers à pouvoir tirer sur le parti pour leur dire les insuffisances, ça existe à tel niveau, pourquoi vous avez fait les choses de telle manière, pourquoi il n'y a pas telle transparence à tel niveau, pourquoi. Aujourd'hui, je pense même au niveau du camp de la majorité présidentielle, qui est le camp opposé au parti de l'opposition, il manque d'arguments, d'accord, en ce qui concerne ce processus qui a été mis en place. Il manque d'arguments. Parce que souvent, vous assistez à des tirs croisés, souvent, entre certains activistes ou certains leaders de ces partis de la mouvance présidentielle envers le parti Les Démocrates. Mais en ce qui concerne ce processus-là, vous allez constater que depuis, ils n'ont pas trouvé mot à dire. Parce que ce qu'on est en train de féliciter aujourd'hui au niveau du parti Les Démocrates, c'est ce processus transparent qui a été mis en place, ce processus démocratique. Pourquoi les autres ne pourraient pas en parler? Parce qu'ils n'ont pas eu l'opportunité d'avoir un tel processus en leur sein pour la désignation du duo de candidats de Ouaddaï Talata. Et donc cela met en cause dire que ce candidat fait l'unanimité. Vous voulez nous dire, ou devons-nous déduire de vos propos que le candidat des LD, avec ces procédures en cours, pourrait faire l'unanimité? Exactement, ça pourrait faire l'unanimité. Puisque vous-même, en tant que candidat, vous assistez à la façon dont le processus évolue et à la façon dont la désignation sera faite. Et donc, si, in fine, vous vous rendez compte que vous n'avez pas été choisi, c'est sûr qu'au fond de vous-même, mis à part les considérations politiciennes ou peut-être lorsqu'on a soulevé lors du débat qu'il se peut qu'il y ait des candidats qui peut-être ont été financés par un autre camp. Peut-être c'est à ce niveau-là que vous allez voir ces candidats monter au créneau pour dire oui, je n'ai pas compris pourquoi je n'ai pas été choisi, alors qu'ils savent pertinemment les raisons qui ont milité au fait qu'on ne les ait pas choisis. La preuve est que le comité fait un travail technique qui va permettre de pouvoir justifier le fait qu'on n'ait pas choisi tel ou tel candidat. Donc ce qui fait que même si un candidat
dans le lot des 34, arrivait après tout le processus, à commencer par fustiger un certain nombre de choses, le comité aura les arguments nécessaires pour lui démontrer par A plus B que vous avez fauché à tel endroit, vous n'avez pas pu fournir telle chose, lors de l'entretien, vous n'avez pas pu démontrer telle chose, donc il y aura matière à justifier tout ce qui a milité dans le choix du duo de candidats. Et donc, du coup, je pense que tous les candidats auront le dos au mur. Je vais quand même vous poser la question. C'est vrai qu'en début de semaine, je n'étais pas sur ce plateau. On parle aujourd'hui de 34 dossiers de candidature pour le duo de candidats du parti de l'opposition, les démocrates. Pensez-vous qu'il y a vraiment des intrus parmi ces dossiers? Vous savez, en politique, tout est possible. Avoir les personnalités qui ont postulé. Oui, en politique, tout est possible. Tout est possible en politique. Parce que ce n'est pas un match amical, ce n'est pas un match de gala. Tout ce que vous voyez là... Est-ce qu'il y a eu des dossiers qui vous ont surpris? Moi, personnellement, pas trop. Il n'y a pas eu de dossier, parmi les 34, il n'y a pas de dossiers qui m'ont surpris. Il n'y a pas de personnes... Il y en a déjà qui montraient leur ambition à pouvoir être désignés par le parti que j'ai retrouvé dans la liste. Il y en a également qui... donc, on ne peut pas totalement dire s'ils sont vraiment 100% au niveau du parti ou bien ils sont 100% de cœur avec le parti. C'est-à-dire, je veux dire, de moralité un peu douteuse. Et donc, du coup, pour suivre ces gens de personnes, par exemple, qui sont dans le lot, par exemple, il y a possibilité de pouvoir s'inquiéter, il y a possibilité de pouvoir se poser des questions. Et tel que je le dis, en revenant à votre question, en politique, tout est possible. Et il se peut même que certains candidats soit financé juste pour pouvoir déstabiliser les choses, pour pouvoir amener un peu de mésentente ou bien de discorde dans le processus, pour pouvoir, en tout cas, mélanger un peu tout ce qui a été mis en place par le Parti Les Démocrates afin de pouvoir aboutir à ce choix de duo de candidats. Et donc, tel que je le dis, tout est possible. Et ne soyez pas étonnés, puisque même lorsque vous n'étiez pas là, il y a Laurent qui disait qu'il se peut même qu'à la fin, vous voyez 10 candidats parmi le lot qui vont se former ensemble pour dire que nous ne sommes pas d'accord pour le choix de duo de candidats qui a été fait. Et donc, vous imaginez un instant que nous sommes en politique. Hein, nous sommes en politique. Et même si ces différents candidats avaient... et voulait quand même participer pour pouvoir faire partie du choix du duo de candidats pour les élections pour le Parti des démocrates, il se peut qu'à la fin, étant écarté, que l'on puisse aller leur faire la cour pour pouvoir tenir un discours, bien pour pouvoir former une coalition de perdants, d'accord, dans le processus, ou bien... Et donc, tout est possible, tout est possible. Henri Yabonnet, cette dernière question pour boucler ce sujet. Quels sont les impacts aujourd'hui pour le Parti Les Démocrates au cas où ils échoueraient dans cette étape de transparence et d'équité? D'abord, il faut faire remarquer que d'abord l'entretien en lui-même est un exercice de transparence. Et quand c'est un exercice de transparence, puisque ce n'est pas seulement la commission qui va siéger pour s'entretenir avec les candidats, il doit y avoir quelques militants et les sujets sur lesquels, bien sûr, les candidats vont opiner, donc seront connus. À part ça, il faut dire également que quand on parle de transparence, depuis que ce processus a commencé, on a vu que les partis démocrates arrivent quand même à chaque fois communiquer sur chaque étape pour permettre bien évidemment au public de comprendre comment évolue le processus. Et le président Boni-Yayi, quand il y avait cette pression après la désignation du candidat Robert Wadayi, avec cette pression, sur une séquence vidéo dit attendez jusqu'en octobre, on aura donc le nom du candidat. Et donc, en mettant cette commission en place, il y a une manière de dire aux uns aux autres, à ces militants, à ces sympathisants également, que oui, le processus donc sera transparent. Eh bien, la commission n'a que seul devoir. Le devoir donc de réussir donc le pari de faire sortir le duo, le ticket gagnant. Et bien évidemment, puisqu'on sait que les partis, les démocrates, sont face, bien évidemment, aux enjeux
politique aujourd'hui. Et les commissions, différentes commissions qui ont été mises en place n'ont que seul devoir aujourd'hui faire en sorte de ne pas échouer. Et donc, ils vont mettre tout et tout en ordre pour faire sortir le ticket gagnant qui va réunir crédibilité et vision et également engagement. Déjà, si vous voyez un peu sur la toile, chaque candidat essaie donc de faire écrire sur lui pour montrer combien il a un ancrage politique et tout le reste, donc un peu partout. Mais déjà, à ce niveau-là, il faut montrer que la commission est imperturbable et arrive, bien évidemment, à conduire le processus. Et donc, les démocrates, moi, je ne pense pas qu'ils vont échouer à cette étape-là, parce que s'ils échouaient, c'est que c'est tout le processus qui prend cours et c'est le parti qui prend un grand coup également. Et donc, l'impact serait très énorme. Énorme. Donc, ils ne doivent pas échouer. Ils ne doivent pas échouer. Ils doivent rester dans ce processus-là pour qu'à la fin, donc, au bout du rouleau, qu'on ait le candidat du haut. Et donc, on ne va pas espérer, on ne va pas le souhaiter l'échec, mais plutôt arriver à conduire. Ça participe également, bien évidemment, de l'animation de la vie politique. Oui, c'est vrai, en face, Marc l'a dit, en face, ce n'est pas le processus, mais de l'autre côté, oui, il y a ce processus-là. Quand on prend la FCBE également, il y a cette désignation, on l'a dit, c'est un cercle restreint qui a désigné le duo. Non, bon, on connaît seulement... on connaît le candidat. Le duo est attendu pour dimanche. Dimanche. Donc, allez-y. Donc, eux autres, ils prennent du temps. Donc, on ne peut pas prendre du temps et finir par échouer. Donc, en prenant du temps, c'est pour bien faire qu'on prend du temps. Et donc, pour moi, les grandes étapes qui se suivent là doivent être respectées. Et pensez-vous que ce duo de candidats fera l'unanimité au sein du parti? L'unanimité, c'est quoi? On est en politique. Et un candidat ne peut pas faire l'unanimité. Mais, comme je l'ai dit... Savoir gérer les frustrations. Voilà. Donc, mais quand même, va réunir le nécessaire pour que, au moins, si on prend, si c'est 100%, si au moins 90% seraient d'accord avec ce candidat-là. Donc, l'unanimité totale, non. Voilà. Alors, nous allons... Non, je voudrais quand même revenir sur... Très rapidement. Oui, très rapidement, sur un autre aspect de ce duo de candidats qu'on n'a pas abordé souvent. Et lors des débats, c'est une question que beaucoup n'abordent pas souvent. Vous allez constater que, même au niveau de la mouvance présidentielle, vous aurez pu imaginer pourquoi c'est Mariam Talata qui a été retenue pour le parti, finalement. C'est stratégique. Pour moi, non seulement... Vous dites que c'est stratégique? C'est stratégique. Je l'avais tantôt annoncé compte tenu de l'équilibre régional, compte tenu de l'équilibre genre, tout le reste. Mais cela dénote également, ça fait laisser transparaître quelque chose que nous ne voyons pas. C'est quoi? C'est que, même au niveau de la mouvance présidentielle, le chef de l'État et les partis satellites de la mouvance présidentielle avaient du mal à trouver une figure féminine pour pouvoir faire le duo de façon représentative au sein du parti. Et c'est au même défi qu'a confronté le parti Les Démocrates. Vous allez voir la liste. Combien de femmes vous avez trouvé, Madame Carole? Justement, exactement. Ça montre également comment avoir une candidature féminine est très difficile. Parce que lorsque vous parcourez toute la liste, oui, vous ne voyez pas, pratiquement pas de femmes. Aujourd'hui, on est en train de vouloir que les femmes militent à la chose politique, aillent au devant, mais les hommes ne feront pas tout à la place des femmes. Il faut que les femmes également prennent des initiatives. On réclame la parité dans tout ce qui est fait. On veut participer aux choses. C'est vrai qu'il y a des femmes politiques qu'on connaît. Il y a des figures politiques. Certains auraient pu espérer même une Célestine Zanou dans la liste. Justement. Exactement. La rencontre, la dernière rencontre du président Boni Yayi avec cette dernière a fait part de ses soupçons. L'autre CIA qui a été déchu de Bani Kwara était annoncé également. Pour être donc sur la liste. Mais bon,
Et donc, vous voyez toutes ces absences et vous vous posez la question, est-ce que ces absences sont justifiées par le fait des pensions qui voilà, devaient être données? C'est ce que j'allais dire, est-ce que les moyens financiers? Mais je pense que ça ne devait pas être le cas. Parce que si vous parlez en termes de mobilisation financière, les femmes sont les meilleures, je vous assure tout. Elles peuvent avoir les meilleurs lobbies derrière elles pour pouvoir faire... Je pense qu'il y a un travail également qu'on peut faire. C'est au niveau des bureaux politiques, des sessions également. Ces bureaux donc, peuvent susciter également la candidature des femmes. Oui. Si, vous savez que, oui, les femmes peut-être ont envie de se positionner, mais est-ce qu'elles sont portées par des gens, elles sont portées par des leaders? Parce que derrière, vous voyez aujourd'hui, vous parlez de Talata. Talata est porté par des leaders, des gens qui, à même de lui dire, écoute, vas-y, on est derrière pour ton soutien. Porté par des leaders. Lorsque vous parcourez même la liste des 34, vous voyez des noms là qui n'ont l'air de rien, qui ne sont pas différents de vous et moi, hein, honnêtement parlant. Il y a des surprises également. Voilà, les gens qui n'ont jamais milité pour le parti, mais bon, on va... Et donc, du coup, pour le choix, je voudrais quand même inviter les femmes qui sont en politique et également les leaders politiques qui sont au niveau de ces partis-là, de pouvoir aider les femmes à avoir cette ascension politique dont elles ont besoin. Parce que vous imaginez, là maintenant, ça veut dire que le parti aura des difficultés à avoir un duo de candidats comme les partis de la mouvance présidentielle. Qui respectent. Et donc, ça fausse un peu, ça devient un sujet de campagne également. Et donc, ça fait également un... Et c'est pour ça, je pense que c'est pour ça également que la FCB jusqu'à aujourd'hui n'a pas encore désigné son colistier. Oui, c'est stratégique également. Je pense que c'est stratégique également. On attend de voir du côté des démocrates, qu'est-ce qui va sortir? Et puis c'est le jeu que joue généralement la FCB, parce qu'avant, je pense que cette date a été reportée. Avant, c'était le 11, on espérait. Oui, aujourd'hui, c'est passé au 19, parce qu'ils savent que le 11, le parti, les démocrates, doit déjà présenter son duo de candidats. Et donc, ils se sont dit, bon, peut-être qu'ils vont le faire après nous, donc il vaut mieux attendre et envoyer la date après. Et puis, le jeu de la FCB, tel que je l'ai toujours dit sur ce plateau, vous allez voir la FCB dans une position d'adversité uniquement avec le parti Les Démocrates. Uniquement avec le parti des démocrates. Et je l'ai dit, ça ira même plus loin. Sur le terrain politique, vous allez les voir. La plupart des actions qui vont mener sur le terrain politique en vue des élections de 2026 sera des actions pour pouvoir émietter les voix du parti des démocrates. Et le parti doit être conscient de cela. Parce que lorsque vous voyez un parti qui se réclame d'une certaine opposition, nouer un accord avec le parti de la mouvance, présenter un candidat, vous imaginez que de leur côté là-bas, c'est un match amical qui va se jouer, c'est un match de gala qui va se jouer. Et donc, le seul que ce parti peut voir en adversité... On lui apporte les parrainages. On lui apporte les parrainages. Présidentielle de 2026, nous allons rester sur ce sujet, cette fois-ci aborder la stricte neutralité imposée aux hommes armés. Oui, l'armée a toujours donc été donc la grande muette, on le sait. Mais est-ce qu'elle a été vraiment? Après tout, c'est des toujours citoyens. Été. Après tout, c'est des citoyens. Allez-y, c'est des citoyens. Après tout, c'est des citoyens. Mais du moment où ils sont en mission républicaine, on doit donc leur rappeler donc, ce qu'ils doivent faire. Et la sécurité, le métier de la paix, la sécurisation du territoire et tout le reste. Et surtout, quand il s'agit des élections à grands enjeux, comme on l'avait dit tout à l'heure, l'armée est appelée donc à jouer un rôle essentiel, arriver donc à pacifier donc les foyers de tension, arriver donc à aller sur le terrain, sécuriser le terrain pour qu'il n'y ait pas de problème, surtout de soulèvement. Parce que, on l'a dit, c'est le premier au Bénin, l'année électorale, et donc soit une année spéciale. Et rappeler aux éléments de l'armée qu'ils doivent rester neutres, c'est bien évidemment parce qu'ils sont investis d'une mission républicaine. Et dans cette mission-là, je pense que leur rôle est de travailler à maintenir la paix. Alors, quels sont les risques, j'allais dire, si l'armée s'impliquait dans ces différentes échéances électorales? L'armée s'implique à plusieurs niveaux. Dans l'organisation,
pour maintenir la paix. Je l'ai dit tantôt, on déploie donc sur le terrain, lors des élections, on déploie donc sur le terrain les forces donc, pour qu'il n'y ait pas de soulèvement quelque part, mais également pour accompagner les candidats, pour qu'il n'y ait pas, donc, comme vous le savez, des attaques et tout le reste. Mais l'armée, aujourd'hui, pour le chef, pour ce que je sais, l'implication de l'armée doit s'arrêter au niveau de l'organisation, déploiement du matériel électoral et tout le reste, dans le maintien de la paix. L'armée, en tant que, si vous prenez un homme, une force, l'élément donc des forces armées, en tant que citoyen, il aura voté, d'accord? Forcément. Forcément. Donc, c'est pour que on ne les retrouve pas dans les états-majors, on ne les retrouve pas dans les mouvements politiques. Ils doivent garder donc leur neutralité. Un homme afin de ne pas prendre position. Voilà. Et donc, je pense que c'est pour ça que le chef d'état-major a rappelé, bien évidemment, ce devoir-là. Et ils le savent bien. Ils jouent bien ce rôle. Vous avez remarqué que depuis des années, l'abbé Mathieu Kérékou, père à son âme, avait dit que l'abbé n'est pas pour lui, mais pour le peuple. Et le peuple, et bien sûr, l'abbé travaille aux côtés donc, du peuple, en maintenant donc, la paix, en sécurisant donc, le territoire et tout le reste. Voilà. Alors, Marc Goudjanou, la même question pour vous. Quels sont les rôles de l'armée dédiés à l'armée dans un processus électoral et pourquoi tirer la sonnette d'alarme sur la nécessité de leur neutralité dans les différentes procédures électorales au Bénin? D'abord, je veux faire foi en ce rappel des autorités compétentes pour ce qui est de l'armée, parce que il faut d'abord que cela soit un message de rappel à l'ordre au niveau des forces armées béninoises et non un message d'intimidation à leur endroit, parce qu'il faut faire bien la nuance entre un message d'intimidation et un message de rappel à l'ordre, puisque l'armée a également un rôle très primordial à jouer dans le processus électoral. Et l'un des rôles, c'est d'éviter les dérives électorales. Les dérives électorales, parce que vous savez, l'armée est différente de la sécurité publique. Tout à fait. D'accord? Des forces de sécurité publique, par exemple. Et donc, du coup, ils sont souvent en arrière-plan de tout ce qui se passe et interviennent souvent en dernier ressort pour rétablir l'ordre au niveau de l'intégrité territoriale. Et donc, il revient également au niveau des dérives électorales de pouvoir rappeler à l'ordre ou bien de pouvoir empêcher les forces de sécurité d'être instrumentalisées, c'est-à-dire d'être instrumentalisées par les politiques. Par les politiques. Parce que lorsque vous voyez que à un moment donné, par exemple, on dénonce les regroupements des partis politiques, lorsque les campagnes électorales vont commencer et qu'on permet peut-être à un certain nombre de partis de pouvoir se regrouper, à gauche et à droite parfois, et après, l'on puisse quand même demander, laisser libre à certains partis politiques de pouvoir le faire, ça crée une injustice en quelque sorte. Et souvent, les acteurs qui sont beaucoup plus sur le terrain pour pouvoir réglementer cet état de choses, c'est parfois souvent la police, d'accord, et qui est utilisée par les politiciens parfois pour régler un certain nombre de choses, pour pouvoir mater parfois les populations et autres. Et l'armée se met en arrière-plan pour pouvoir mettre de l'ordre dans tout ce désordre-là qui est créé. Et donc, cette armée doit avoir à cœur ce rôle primordial qu'elle doit jouer dans le processus électoral, c'est-à-dire préserver la confiance également au niveau des citoyens pour que les citoyens puissent se sentir en sécurité, en sachant que l'armée, notre armée qu'on a, est une armée qui est en mesure quand même de pouvoir faire les choses dans les règles de l'art, en étant réellement apolitique comme cela se réclame en leur sein, c'est qu'ils ne doivent appartenir à aucun camp politique, à aucun parti politique, et donc ils doivent être totalement neutres. Et leur neutralité, ça leur confère ce rôle-là d'être aux côtés du citoyen. L'armée n'est pas forcément là pour être aux côtés du gouvernement, je précise bien, mais aux côtés de l'État. Il faut que les gens fassent vraiment la nuance entre le gouvernement et l'État. C'est deux choses carrément différentes. Et donc, l'armée doit rester dans ce rôle-là pour pouvoir garantir la sérénité
au niveau surtout du scrutin. Parce que vous savez, lorsqu'il y a élection, il y a beaucoup de choses qui se passent sur le territoire national. Il y a parfois des urnes qui ne sont pas bien acheminées, il y a des bureaux de vote qui n'ouvrent pas assez tôt ou bien qui ferment totalement tard. Il y a un certain nombre en tout cas, de désagréments qui se constatent lors du processus, lors du scrutin électoral. Il faut également que l'armée soit là pour pouvoir veiller à ce que la police joue correctement également son rôle. Parce que si la police ne joue pas correctement son rôle et qu'on assiste à une police qui est partisane, à une police qui est orientée ou bien qui est guidée par les politiques, alors on assistera à un vrai désordre. Et donc l'armée est également là pour pouvoir mettre tout à plat, pour pouvoir conscientiser les uns et les autres, et le chef d'état-major et les autres différentes autorités au niveau de cette armée jouent pleinement leur rôle pour pouvoir rappeler à l'ordre tous les acteurs à divers niveaux. Alors, Marc Goudianou, dites-nous, cette mesure traduit-elle une crainte de dérive ou un renforcement de la démocratie? Non, je dirais plutôt un renforcement de la démocratie. Je n'irais pas imaginer le pire. C'est un renforcement de la démocratie. Une démocratie dans laquelle chaque acteur doit jouer son rôle. Chaque acteur doit jouer son rôle parce que il faut d'abord remarquer que dans le rôle que chaque acteur doit jouer, ça implique le rôle des institutions de l'État. Chaque institution qui est habilitée à régler le problème dans le cadre des élections. Je peux parler de la Sénat, de la Cour constitutionnelle, des partis politiques également. Je vais parler de la police, des forces armées béninoises également. Donc tout le monde doit jouer son rôle de façon transparente et de façon équitable, en étant neutre, pour que le processus électoral puisse aller à sa fin de la façon la plus noble que ce soit, pour que notre démocratie en soit fortement grandie. Alors, Henri Yambodé, la même question pour vous. Pensez-vous que cette mesure rendue officielle par le chef d'état-major de notre armée traduit-elle une crainte de dérive ou un renforcement de notre démocratie? Un renforcement de notre démocratie plutôt, parce que vous savez, quand on parle de neutralité donc de l'armée, on s'est dit que l'armée est apolitique. L'armée ne favorise bien sûr pas ni un camp politique, ni l'État, comme l'avait dit Marc, mais également l'armée ne participe pas donc aux campagnes électorales, seulement en sécurisant les pionniers, les grands leaders pour qu'il n'y ait pas de dérive. Oui, ça vient participer donc à la démocratie parce qu'on rappelle le rôle que l'armée doit jouer dans le processus électoral. Et pour moi, c'est même les fondamentaux de la démocratie le disent. Et bien sûr, l'armée doit rester neutre. Et donc, étant apolitique, l'armée doit jouer ce rôle-là. Pour moi, ça participe donc de la démocratie, pas à l'intimidation comme on peut le penser. Alors, Marc Goudianou, jetez un coup d'œil, par exemple, aux pays voisins, aux pays de la sous-région. Lorsque vous prenez les pays de l'AES, par exemple, le Niger qui est dirigé par l'armée, le Burkina également qui est dirigé par l'armée, vous avez le Mali également qui est dirigé par l'armée. Qu'est-ce qui a conduit probablement à ces coups de force de l'armée, qui n'est plus aujourd'hui une armée neutre au niveau de ces pays-là aujourd'hui, mais une armée qui a pris les rênes du pouvoir d'État. C'est parce qu'à un moment donné, il y avait des injustices qui étaient commises par le pouvoir en place, d'accord, et qui n'ont pas été corrigées. Et l'armée, le plus grand ami de l'armée, qu'on doit comprendre, c'est la société civile. Ce sont les populations qui sont les réels, vrais partenaires de l'armée, et non les dirigeants. C'est souvent leur nom qu'ils agissent. Exactement, qu'elles agissent, et non les gouvernants. Et donc, nous ne voulons pas avoir une armée au solde du pouvoir, pas du tout. Mais une armée qui soit réellement neutre et qui joue son rôle de façon démocratique et de façon neutre, et qui doit savoir que son rôle est d'être du côté du peuple, de la population, parce que les dirigeants, les gouvernants, ils sont amenés à passer à tout moment. C'est-à-dire, ils vont passer, un autre gouvernement va s'installer, un autre viendra, mais l'armée reste pour toujours.
Et donc, leur rôle, la population reste pour toujours, les civils restent là pour toujours. Et donc, ils doivent être en collaboration, en symbiose avec les civils pour pouvoir jouer pleinement leur rôle et non être orientés ou bien être téléguidés par les forces politiques, par les gouvernements qui sont en place. Puisque c'est cet égard parfois également de la chose qui cause le fait qu'on assiste à des coups d'État de part et d'autre. Qu'est-ce qui a milité? C'est parce qu'à un moment donné, la société civile ne se sentait plus dans la gouvernance qu'exerçaient ceux qui étaient au pouvoir d'État dans ces pays-là. Et on réclamait un certain nombre de choses qui n'étaient pas du tout prises en compte. Et finalement, ils ont sollicité peut-être l'aide de l'armée qui a pris cette responsabilité et qui s'est mis aux côtés des civils pour pouvoir réajuster les choses. Aujourd'hui, vous voyez par exemple au Burkina où, malgré que c'est l'armée qui a pris le pouvoir, le chef d'État là-bas est très adulé, pas seulement dans son pays, mais un peu partout dans la sous-région. Et donc, c'est ce qu'il faut souhaiter. C'est vrai qu'on doit aller à un État démocratique où on ne doit pas laisser l'armée diriger un pays pendant très longtemps, mais espérer une alternance pour que un pouvoir démocratique puisse prendre le pouvoir et diriger le pays. Alors, je reste avec vous. Quels sont les mécanismes qui peuvent alors être mis en œuvre pour garantir cette neutralité? Parce qu'il faut le reconnaître, quand on parle de l'armée, c'est des hommes. Et ces hommes peuvent épouser des idéaux d'un parti politique, très personnellement. Et peuvent aussi donner des injonctions, faire des injonctions. Oui, à leurs membres de famille, à leurs petites familles et tout. Donc, comment ou quels sont les mécanismes qu'on pourrait mettre en œuvre pour garantir vraiment et efficacement cette neutralité? C'est un problème d'éthique et de morale. C'est un problème d'éthique et de morale parce que, vous savez, les brebis galeuses, il en existe partout. Et même au sein de l'armée, vous en aurez. Même des hauts gradés qui sont en amont, en symbiose avec le pouvoir, qui ne jouent pas. Au-delà de la fonction, oui, ils ont leur relation personnelle. Voilà, qui ne jouent pas. Mais c'est que ces relations ne doivent pas impacter leur rôle régalien en ce qui concerne la disposition qu'a prévue la Constitution pour les forces armées béninoises. Ils doivent rester forcément dans ce rôle. Mais c'est vrai qu'on a parmi eux, il y en a certains, il y a forcément des brebis galeuses qui, suivant des intérêts personnels, peuvent orienter le débat, peuvent participer à un certain nombre de choses parce qu'ils sont en amitié avec un pouvoir en place, alors que nous sommes dans une période charnière, une période électorale où ils doivent rester forcément neutres pour pouvoir jouer leur rôle. Ces genres de cas, il va en exister. Il reviendra également à ceux qui gardent à cœur, d'accord, leur pays, leur nation, et qui ont à cœur également l'éthique et la morale en ce qui concerne leur rôle, la déontologie en ce qui concerne l'armée béninoise. Il y en a qui sont dedans et qui sont très respectueux de ces principes-là et vous ne les verrez jamais changer, ils vont rester toujours neutres. Ce sont ceux-là qui doivent garder la ligne et donner l'exemple à tous ces autres-là, à tous ces brebis galeuses-là qui existent au sein de l'armée béninoise. La dernière question pour vous. Oui, pour les mécanismes, il faut dire que le chef d'état-major, dans le communiqué, donc, a annoncé des sessions de sensibilisation et de formation dans les unités, pour bien évidemment sensibiliser les éléments et donc leur rappeler que la neutralité donc, est le socle de l'éthique dans l'armée. Et ces sessions d'information et de sensibilisation vont permettre bien évidemment au chef d'état-major de rappeler le rôle régalien, le rôle qui est pour donc le rôle de ces éléments de forces armées. Et l'autre chose également, c'est de rappeler que, oui, au-delà de tout, je l'ai dit tantôt, les militaires ou les policiers, les officiers sont des citoyens également. Et on sait qu'ils ont aussi des penchants, comme vous l'avez dit, des penchants pour tel parti ou tel parti politique, mais ça ne doit pas transparaître dans leur activité, dans l'exercice de leur fonction. Et pour ça, eh bien, il faut leur rappeler ça. Oui, ils doivent voter, ils votent bien sûr avant tout le monde, on le sait, mais dans l'exercice de leur fonction, dès que vous êtes sur le terrain, vous avez à sécuriser les citoyens, vous avez à travailler pour le maintien de la paix, vous avez à sécuriser le territoire, vous avez à travailler également pour qu'il n'y ait pas des soulèvements, et donc pour le maintien d'ordre public. Et pour ça, bien sûr, dès que vous êtes sur le terrain, mais quand vous n'êtes pas sur le terrain et que vous êtes en famille,
vous pouvez parler politique. Ça, on ne peut pas l'interdire quand même. On peut pas l'interdire. Mais dès que vous abordez donc l'uniforme qui vous confère cette mission républicaine-là, vous êtes obligé de suivre les autres. Et comme je l'ai dit, la retraité donc reste le socle de l'éthique dans les forces armées béninoises. L'histoire politique béninoise, je vous fais pas cet affront-là, en vous rappelant que nous avons connu des coups d'État. Mais ces coups d'État-là, également, qui ont conduit à la démocratisation donc, du pays. De toute façon, ce qui est sûr, depuis 1990 jusqu'à ce jour, l'armée a toujours joué son rôle dans le métier de la paix, dans le rétablissement donc, de l'ordre public et tout ce qu'il y a comme rôle qui lui est dévolu. Et donc aujourd'hui encore, je pense qu'avec ce communiqué du chef d'état-major, c'est leur rappeler également que vous avez un devoir face à l'enjeu, face à l'histoire, parce que 2026, c'est une année charnière, c'est une année électorale. Et vous savez, tout ce qui y aura, ce sera une année terrible, pas en termes de soulèvement, pas en termes d'animation politique, parce qu'aujourd'hui, on sait ce que ça va donner. Et donc, pour l'armée a un rôle à jouer dans le métier de la paix.